Bonjour à tous. On va peut-être laisser encore 1 ou 2 minutes avant de se lancer. Et puis on va démarrer parce qu'il y a quand même un petit timing à tenir. Bon, je pense qu'on va démarrer. Bonjour à tous pour cette première session sur la mission Régénérer notre océan et nos eaux, et notamment ses appels 2024. Donc, elle sera présentée par moi et ma collègue Laura Seden. On est tous les deux des PCN du Cluster 6, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je vais faire un petit rappel en début de session que je pense va être fait toute la journée. Donc, l'événement est bien enregistré. La vidéo sera disponible en ligne et les slides également, mais elles ne le seront pas immédiatement, puisque techniquement, les appels n'ont pas encore été officiellement publiés par la Commission européenne. On a décidé de faire la session un petit peu en amont en nous basant sur une version draft du programme de travail mission. Alors normalement, il y a très très peu de chances que des éléments majeurs soient modifiés d'ici la version définitive, puisque cette version date du 9 mars. Mais malgré tout, voilà, gardez en tête qu'il peut y avoir des petits éléments mineurs qui peuvent être modifiés dans les appels quand le programme de travail sera publié le 17 avril. L'enregistrement et les slides ne seront pas disponibles jusque-là. Donc là, on vous donne un petit peu un bonus, un petit temps d'avance pour les présentations, et vous pouvez voilà, avoir une idée de ce qu'on va retrouver dans le programme de travail dans quelques jours. Donc là, on va principalement, lors de cette session, présenter les appels de la mission qu'on appelle la mission Océan, mais on va aussi donner quelques éléments de contexte par rapport à la mission. Alors, on va pas forcément revenir dans le détail sur le contexte des missions en général, puisque ça a déjà été fait dans la session d'introduction, mais on va donner quelques éléments de contexte par rapport à la mission Océan en particulier, et donner quelques clés de compréhension des appels, donner quelques résultats sur quel type d'appels ont été financés jusque-là, quels sont les premiers résultats de la mission Océan en général. Donc normalement, on aura peut-être un petit peu de temps à la fin pour une session questions-réponses. Donc voilà, sur ce, je vais démarrer et commencer sur la mission Océan et son contexte. Donc déjà, pour démarrer, voilà, ça c'est rappel très général, mais encore une fois, on a eu une session d'intro qui permettait de le rappeler. La mission Océan s'insère dans le contexte général des missions d'Horizon Europe. Elles ont toutes été créées au départ d'Horizon Europe, c'est-à-dire en 2021, avec l'idée de répondre à des objectifs très spécifiques et à des problèmes sociétaux majeurs. Donc il y a 5 missions, comme vous le savez, donc la mission Océan en fait partie. Euh, Contrairement au reste notamment du cluster 6 d'Horizon Europe, on va fonctionner plutôt sur un système d'appels annuel, avec des appels qui sont publiés tous les ans au fur et à mesure, alors que dans le cluster 6, on va souvent avoir des choses qui vont être publiées pour 2 années. Et donc, dans l'idée de la mise en place des missions, on avait 2 phases. Donc, une première phase dans laquelle on se
trouve encore actuellement, qui est celle de développer et mettre en place le pilotage des missions, via notamment des projets qui vont venir structurer les missions, et après un déploiement et une mise à l'échelle avec de plus en plus d'activités de démonstration au fur et à mesure que l'on avance. Pour rappel, la mission Océan et Eau a 3 objectifs spécifiques qui vont se retrouver en filigrane dans les différents appels, notamment du programme de travail mission, et qui, voilà, qui vont structurer un peu la mission dans son ensemble. C'est d'une part la question de la biodiversité, et donc l'idée de protéger et restaurer les écosystèmes marins et d'eau douce. La dimension pollution, avec l'idée de prévenir et éliminer la pollution de nos océans, nos mers et nos eaux, et l'économie bleue, avec l'idée d'avoir une économie bleue durable, neutre en carbone et circulaire. Donc, ces 3 objectifs, on va les retrouver voilà, dans la structuration de la mission. Et en fait, la façon dont le programme de travail de la mission Océan va se structurer, ça va être autour de ces notions. Et notamment, on va retrouver, à chaque fois qu'on va avoir des appels de la mission Océan, on va toujours avoir des appels donc, de recherche et d'innovation, qui vont notamment répondre à ces 3 objectifs spécifiques. On va avoir des appels qui sont plutôt orientés mobilisation du public, parce que c'est un aspect très important des missions. C'est-à-dire que voilà, impliquer la recherche et l'innovation, c'est très important, mais on veut aussi que les citoyens soient engagés, et notamment, on va avoir tous les ans des appels orientés en ce sens. On va avoir des appels qui sont aussi orientés monitoring et donc observation des océans, avec notamment le jumeau numérique de l'océan. Et on a aussi la notion de phare, qui est une notion spécifique à la mission Océan et qui n'existe pas ailleurs, c'est-à-dire que un certain nombre de bassins, donc qui sont nommés phares, ont été identifiés pour effectuer des activités de démonstration. Et ça, vous pouvez les voir en dessous sur la slide dans la section Outputs. Donc les différents bassins qui ont été identifiés, c'est notamment le Danube, les océans Atlantique et Arctique, la mer Méditerranée et la Baltique et la mer du Nord. Donc ces différents phares, ces différentes zones de démonstration ont été associées notamment à chacune des objectifs spécifiques, avec donc le Danube, l'Atlantique et l'Arctique qui vont plutôt être en lien avec les questions de biodiversité, la mer Méditerranée avec les questions de pollution, et la Baltique et la mer du Nord avec les questions d'économie bleue, même si parfois on va avoir des choses qui vont se recouper et des appels qui vont ouvrir un petit peu de façon un petit peu plus large. Donc vous allez à la fois avoir dans le programme de travail des appels qui sont donc orientés sur un bassin, donc sur un phare, et des appels qui vont être interbassins ou qui ne vont pas forcément mentionner les phares de façon générale. Mais ça, on va le voir quand on va rentrer dans le détail des appels tout à l'heure. Alors pour rappel, donc là j'ai beaucoup parlé depuis le début du programme de travail, des appels à projets de la mission Océan, mais la mission Océan et Eau, ce n'est pas uniquement le programme de travail, c'est un certain nombre d'outils qui ont été mis en place par la Commission européenne pour promouvoir les thématiques donc, qui ont été présentées, notamment les objectifs précédents. Et notamment, il existe un portail européen de la mission Eau et Océan. Vous pouvez consulter tout ce qui a été fait par rapport à cette mission et qui inclut un grand nombre d'éléments, et notamment donc un dashboard qui va lister toutes les actions soutenues par la mission, mais aussi la cartographie des actions par bassin, des informations utiles sur les différents financements, notamment les financements de la mission dont on va parler aujourd'hui, et tout ce qui a pu être financé, notamment les réseaux, les parcs bleus, etc. Il existe également une charte qui est là depuis le début de la mission Océan. C'est un document que tout type d'acteur peut signer pour montrer qu'il s'engage à mettre en avant et à développer les objectifs de la mission Océan et Eau. Donc la France se place plutôt bien avec pas mal d'acteurs qui ont signé la charte. Alors la charte ne garantit pas forcément un financement, c'est voilà, plus une action pour montrer qu'on met en place des activités, on met en place des projets qui aident à faire avancer la mission Océan et Eau. Donc voilà, donc c'est un des principaux outils, la charte, avec ensuite le programme cadre Horizon Europe lui-même et les fameux appels à projets qu'on va présenter aujourd'hui, avec notamment 40 projets qui sont déjà en cours et 25 qui sont en sélection. Et donc là, encore un nouveau batch qui va commencer en 2024, avec environ un budget de 200 millions d'euros par année.
Donc voilà, les premières années, enfin Laura en dira peut-être quelques mots à la fin quand elle présentera un petit peu ce qui a été financé. Les premières années avaient surtout pour but voilà, de structurer la mission, de développer la fameuse notion de phare, de mettre en place les notions en lien avec le jumeau numérique de l'océan, de mettre en place aussi des projets de type action de coordination et support qui vont venir structurer et accompagner du soutien, accompagner en termes de soutien les futurs projets qui vont se mettre en place et les futures activités de démonstration qui vont se mettre en place dans le cadre de la mission Océan Héros. Donc voilà, c'est un petit peu les choses qu'il faut avoir en tête. Donc surtout, n'hésitez pas à consulter le portail européen de la mission Océan et Eau qui synthétise et résume tout ça. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet maintenant qu'on a fini l'introduction, c'est-à-dire vraiment les appels 2024 de la mission Océan et Eau. Donc là, on a pour cette année 8 appels qui sont disponibles. Pardon, oui, voilà. Donc, et tous les appels sont disponibles sur cette slide. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'actions d'innovation par rapport à notamment au cluster 6 d'Horizon Europe, mais ça c'est parce que les missions ont aussi un côté très proche de la réalité avec volonté d'avoir un impact très fort. Donc on va souvent avoir des actions qui vont être orientées innovation. Là, comme je vous l'avais dit, si on regarde les différents appels pour l'année 2024, on va avoir des appels qui sont orientés sur les différentes notions un peu phares, avec notamment, enfin je vais rentrer dans le détail sur ça, mais un appel sur les Blue Parks, mais on a aussi des appels orientés bassin, avec un appel orienté Danube, un deuxième appel qui est interbassin, et après on a des projets qui sont très orientés sciences pour la communauté, sciences citoyennes et gouvernance. Donc voilà, on retrouve vraiment toutes ces notions dans les appels 2024. Donc on a principalement des actions d'innovation, on a aussi une action de recherche et d'innovation malgré tout, et des actions de coordination et de support qui, je le rappelle, ne financent ni de la recherche ni de l'innovation, mais qui ont pour but de venir structurer, partager, rassembler des connaissances qui peuvent ensuite être partagées, mettre en place des outils et mettre en place des échanges dans des communautés pertinentes. Et voilà, et à chaque fois, on précise, bien entendu, sur les différents appels, le budget total du call et le nombre de projets qui seront financés. Donc sur ce, je vais rentrer plus dans le vif du sujet sur les appels. Le premier appel, donc c'est celui sur les European Blue Parks, qui sont en fait donc les zones marines protégées. Donc c'est une notion qui a été mise en place dans le cadre de la mission Océan, qui a été inspirée par des notions qui pouvaient déjà être préexistantes. Donc là, c'est une action d'innovation, hein, donc avec un TRL assez élevé, de 5 à 7 d'ici la fin du projet, et un budget de 11,1 millions d'euros pour un seul projet financé. Donc c'est quand même un projet assez conséquent qui est attendu ici. Alors je précise juste, on a mis des deadlines indicatives parce que c'était des deadlines qui étaient précisées dans la version brouillon qu'on avait. C'est pas impossible que comme la publication des appels a été un petit peu retardée, la deadline soit aussi un petit peu décalée. Donc prenez les dates de soumission avec des grosses pincettes. Donc ce projet a un focus sur les European Blue Parks. Il y a déjà eu des projets qui ont été financés sur cette thématique-là dans les programmes de travail précédents. Donc, il ne faut pas hésiter, comme toujours, à aller consulter ce qui avait pu déjà être financé, sur quelle thématique exactement, parce qu'à chaque fois, il va y avoir un focus spécifique. Donc là, notamment, l'idée, ça va être de cartographier spécifiquement les habitats marins dans les zones offshore. Et en fait, le panel d'action, et c'est pour ça que le budget est assez conséquent, va être large, parce que l'idée, ça va être à la fois de cartographier, mais aussi de fournir un certain nombre d'informations scientifiques nécessaires à la création de nouvelles zones de ce genre-là, ou à l'agrandissement d'aires marines protégées existantes, et également de mettre en place des actions, des plans de gestion et des programmes de monitoring. Donc l'idée, ça va être, comme vous pouvez voir sur la slide, voilà, définir des mesures de conservation pour la restauration et la protection des écosystèmes marins dans les zones protégées, mais aussi voilà, d'aider à la mise en œuvre de politiques, aider avec le processus décisionnel, améliorer la fourniture de services écosystémiques et soutien au système numérique de connaissance de la mission. Comme toujours, bon ça c'est, on va le retrouver beaucoup dans la mission, enfin dans les missions en général, mais mettre en place des actions de réplicabilité et de mise à l'échelle des activités qui sont mises en œuvre. Prévoir des ressources et comme je disais, voilà, assurer une continuité avec les autres projets existants. Donc à la fois dans la mission Océan, avec notamment les projets Blue Park
qui ont déjà été financés, mais aussi les projets Horizon Europe en lien avec la thématique. Donc, pas hésiter à regarder ce qui se passe au niveau d'Horizon Europe, du cluster 6, mais aussi même au-delà d'Horizon Europe avec des programmes comme LIFE qui ont des projets qui sont financés, qui peuvent être en lien avec ces thématiques. Mais ça, c'est une remarque qui est générale et qu'il faut toujours avoir en tête. Toujours aller voir ce qui a été financé, ce qui s'est passé dans d'autres programmes de financement avant de se lancer. Bon, comme toujours, on a la petite mention dans le cartouche de l'appel que l'utilisation des outils en fait mis en place par la Commission européenne comme Copernicus, Galileo est toujours encouragée et que bien entendu, il y a des exigences en matière de sciences ouvertes selon les principes FAIR. Voilà. Donc celui-là est vraiment lié à la notion Blue Parks, qui est une des notions qui est très développée et très discutée dans le cadre de la mission Océan. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, au-delà de juste les appels, d'aller aussi lire ce qui se passe au niveau de la présentation de la mission Océan quand ce sera publié, parce que souvent il rappelle un petit peu voilà, ce qui est attendu par rapport à ces Blue Parks. Le deuxième appel à projet, c'est un appel avec un focus phare, donc sur le bassin du Danube. Donc là, vraiment, c'est principalement au niveau du bassin du Danube que ça va se passer. Encore une action d'innovation, mais cette fois, on a un budget de 15,6 millions d'euros avec 2 projets financés, donc, bon, ça reste des budgets assez conséquents quand même, hein, 7,8 millions par projet. Toujours des TRLC élevés parce qu'on est aussi sur une action d'innovation. Donc cette fois-ci, comme je disais, on a un focus sur un bassin spécifique. Alors après, c'est pas parce que le focus est sur le Danube que c'est pas possible pour un acteur français d'apporter son expertise et ses compétences sur des aspects spécifiques du projet. Donc si vous pensez avoir des compétences à apporter, notamment sur la thématique scientifique principale, ça peut être intéressant quand même d'aller apporter son expertise. Donc là, l'idée, ça va être d'avoir un focus sur la protection et la gestion des espèces de poissons migrateurs dans le bassin du Danube et son delta, avec l'idée notamment de se focus sur les espèces en danger, mesurer les impacts des mesures qui peuvent être prises, et bien sûr améliorer la coopération transnationale et transsectorielle en termes d'autorité nationale et locale. C'est très important de consulter, si vous êtes intéressé par ce projet, un document qui a été publié en 2021, qui est le plan de gestion du bassin du Danube. Donc Laura va vous donner un petit peu plus tard un set de documents qui peut être intéressant de consulter lorsque vous rédigez notamment la section impact de vos propositions. Et en plus, pour certains appels, vous allez avoir des documents en plus à consulter. Et donc voilà, le DRBMP, c'est un document qui peut être intéressant à voir pour voir un petit peu les objectifs qui avaient été fixés en 2021, justement pour la gestion du bassin du Danube. Et ça, c'est des documents qui peuvent donner des clés et des KPIs pour rédiger la section impact notamment et pour montrer que vous avez compris l'intégralité des documents et des policies qui avaient été mis en place avec ce sujet, en lien avec ce sujet. Donc là, si on liste un petit peu les actions attendues par rapport à ce topic, on va voir notamment la mise en œuvre d'un plan d'action pour la reproduction et la mise à l'échelle des solutions pour la protection et la restauration des habitats des poissons. Comme d'habitude, une coopération qui doit s'appuyer sur les travaux des projets précédents, notamment des projets interreg qui sont très pertinents dans le cadre des appels de type bassin, hein, puisqu'on a des choses qui sont transfrontalières. Il y avait notamment le projet Measures, qui était un interreg qui avait déjà été financé sur une thématique similaire. Et on doit lier, bien entendu, aux activités menées via le Digital Twin Ocean, donc le jumeau numérique de l'océan. Donc, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à mentionner lorsque vous allez rédiger le projet. Il faudra fournir, encore une fois, des recommandations et des conseils pour aligner la protection des poissons migrateurs sur les nouvelles mesures politiques et les projets d'infrastructure qui peuvent être mis en place. Et très important, alors, comme vous le savez, enfin pour ceux qui ont l'habitude, l'approche multi-acteurs, c'est toujours très important dans le mission et dans le cluster et dans les clusters. Mais là, donc, on a une mention spécifique que on a un consortium qui doit associer les autorités publiques, les communautés, les planificateurs du paysage. Donc là, on vous mentionne vraiment les acteurs qu'il est important d'impliquer. Et ça, on ne peut pas passer outre, on ne peut pas faire un projet purement recherche académico-académique quand tout ça est mentionné. Je précise également que c'est un appel qui va faire appel à ce qu'on appelle du cascade funding avec des régions associées. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans un détail tout de suite, puisque je sais qu'on a des slides prévus par la suite pour expliquer ce que ça signifie. Mais dans l'idée, de façon
synthétique. Ça veut dire que donc, en plus de toutes les activités qui vont être mises en place dans ce projet avec les partenaires du projet, il va y avoir des régions qui vont être sélectionnées au cours de la vie du projet, qui vont avoir pour but d'effectuer des activités de démonstration, donc, et d'essayer de tester et répliquer les solutions de ce projet, mais dans une autre région. Donc ça va pas forcément être dans le bassin du Danube, mais ça va être l'idée d'identifier des régions qui ont des problématiques similaires en termes d'espèces de poissons migrateurs, par exemple. Euh, voilà, de montrer que les solutions qui ont été mises en place dans cette zone-là peuvent être répliquées ailleurs ou dans d'autres pays, sachant que les régions associées ne peuvent pas faire partie de pays qui sont déjà partenaires du projet. Mais voilà, ça, on va avoir un point plus spécifique sur ça par la suite, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la mission Océan. Et le dernier appel que moi je vais vous présenter avant de laisser la main à ma collègue Laura, c'est donc cet appel numéro 3 qui lui va avoir un focus interbassin, euh, puisque sont mentionnés à la fois les phares Atlantique et Arctique, Méditerranée, Baltique et mer du Nord, donc pas le Danube. Ça fait sens, enfin, vu le plus de la thématique. Donc c'est encore une fois une action d'innovation, avec cette fois plus de projets qui seront financés parce que, enfin je vais revenir dessus, mais ils vont attendre pour que chaque proposition ait un focus sur un des bassins, justement. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont augmenté le nombre de projets qui seront financés dans le cadre de cet appel, avec encore une fois un TRL assez élevé attendu à la fin, de 6 à 8 à la fin du projet. Et donc là, on a un focus sur la pêche, avec l'idée de réduire l'impact environnemental de la pêche. Donc réduire, éviter, éliminer les captures accidentelles d'espèces sensibles et de poissons juvéniles, transitionner vers des pratiques de pêche plus durables et économiquement viables, protéger les espèces sensibles, améliorer les connaissances en général, et augmenter la valeur des produits de la mer issus de la pêche durable, notamment via des principes comme l'éco-étiquetage. Donc voilà, l'idée, ça va être de mettre en place des mesures d'atténuation et des solutions technologiques pour une pêche plus durable, faire de la démonstration d'opérations de pêche plus durables également, et bien sûr étudier la faisabilité opérationnelle dans des situations de pêche commerciale pour aider aussi les pêcheurs à adopter ces solutions et les encourager à adopter ces solutions. Donc sachant que voilà, chaque projet qui sera soumis devra cibler cibler un des 3 bassins qui sont mentionnés dans le titre, donc Atlantique, Arctique, Méditerranée ou Baltique et mer du Nord, et qui devrait avoir des activités de démonstration dans au moins 3 des pays du bassin qui a été sélectionné. Et comme toujours, l'idée, ça va être d'utiliser, bon ça j'avais déjà mentionné, mais je ne vais pas le redire à chaque fois, c'est juste que si c'est mentionné, c'est attendu en fait, hein, c'est pas juste encouragé, en général c'est beaucoup mieux de le mettre en place, d'utiliser encore une fois les données Copernicus, Galileo, etc. Faire attention aux principes de science ouverte. Voilà. Et sur ce, je vais passer la main à ma collègue Laura pour la slide suivante. Oui, merci beaucoup, Antoine. Donc là, on passe au quatrième appel de cette première vague d'appels, qui est un appel qui s'appelle Science pour la communauté, et donc avec l'idée de construire un réseau de données marines issues de la science citoyenne. Donc là, c'est une CSA, une Coordination and Support Action, donc ce que Antoine expliquait en début de présentation. Donc, c'est pas une action de recherche, il y a pas de recherche qui est attendue, c'est vraiment voilà, de la coordination, de la mise en réseau, du soutien voilà, au déploiement de la mission. Donc, comme vous voyez dans le petit encadré en haut à droite, c'est un projet c'est assez classique pour une CSA qui est financé à 2 millions d'euros avec un seul projet financé. Il n'y a pas de notion de TRL puisque pour les CSA, c'est pas pertinent. Et donc, dans les grands objectifs de cet appel, c'est voilà, de mettre en place un réseau européen de données sur la science citoyenne marine. Donc, l'idée, c'est vraiment de regrouper, je ne sais pas si vous vous souvenez de la structuration de la mission Eau et Océan, il y a 2 facilitateurs, enablers, que sont la question des données via la construction du jumeau numérique de l'océan et la mobilisation citoyenne. Bah là, c'est vraiment un appel qui vise à répondre à ces deux objectifs transverses à la mission. Donc, à la fois renforcer la science citoyenne en matière de données marines et aussi permettre que cette science citoyenne, elle nourrisse des réseaux de données existants comme Emodnet, comme le jumeau numérique de l'océan, le DTO. Et donc avec un certain nombre d'actions qui sont attendues, donc voilà, en matière
de normes pour la collecte des données, de définition de nouvelles approches méthodologiques qui permettent aussi davantage d'associer les citoyens dans la collecte de données. Et puis aussi améliorer un peu la visibilité et l'impact de ce type d'activité, faire en sorte que davantage de citoyens se mobilisent pour collecter des données autour de la mer et de l'océan. Et donc en matière d'action attendue, donc c'est vraiment un réseau qu'on attend dans la mise en œuvre de cet appel. Donc il s'agit de cartographier des acteurs qui font déjà ce type d'activité-là, qui sont impliqués dans la collecte de données, euh, voilà, et si possible sur le long terme. Donc ça peut être des écoles, ça peut être des associations, ça peut être des universités, ça peut être des collectivités qui font appel à des associations de touristes, par exemple, et voilà, vraiment de coordonner ce réseau, de le mettre en place et de le coordonner. Et puis évidemment, on demande aussi au projet qui sera sélectionné de mettre en place directement des activités de sciences citoyennes, donc faire en sorte de collecter des informations, des données, de les rendre accessibles, du coup en les intégrant dans des plateformes qui existent déjà. Donc j'ai déjà mentionné EmoDnet, le Blue Economy Observatory, le DTO, donc le jumeau numérique de l'océan, et puis de fournir un peu des outils qui facilitent ce type la collecte d'informations et de données, donc développer des tutoriels, des modules de formation qui soient accessibles facilement et qui puissent être un peu ciblés en fonction des acteurs. On ne va pas faire les mêmes types d'actions quand on s'adresse à des enfants ou à des touristes de passage sur une côte, par exemple. Et donc voilà, proposer des bonnes pratiques aussi qui permettent de déployer ce type d'activité partout en Europe. On demande aussi de déployer un certain nombre d'équipements d'observation qui soient adaptés à la collecte d'informations par la science citoyenne et qui soient rentables, qui soient efficaces en matière de coûts. Et donc de faciliter un peu voilà, le déploiement de capteurs qui permettent le lien avec la science marine citoyenne et puis les acteurs qui, eux, déploient des capteurs, faire en sorte que ce soit un peu harmonisé, que les résultats puissent être utilisés aussi ensuite par des scientifiques, donc que ce soit un peu, voilà, que ce soit utilisable. Sinon, si on collecte des données et qu'elles sont pas, que la méthodologie n'a pas été pensée en amont, ça peut être difficilement utilisable par certains projets. Et donc on attend vraiment qu'il y ait des cas d'études qui soient déployés, des use cases, donc, qui permettent de tester les capteurs qui ont été choisis et puis de pouvoir mesurer un peu la mobilisation des citoyens, mais aussi la mobilisation d'autres fonds. Là, c'est vraiment une logique qu'on voit dans cette seconde phase un peu de la mission. C'est vraiment, et ça a été dit un peu par la représentante de la commission là, dans l'introduction de la journée, il y a vraiment cette idée de pouvoir que les missions elles puissent agréger aussi des financements qui soient privés ou publics. Voilà, c'est vraiment dans cette phase-là qu'on est, donc ça rentre aussi dans le cadre de ce projet-là. Il y a un lien qui est à établir avec un projet qui a déjà été financé par la mission, qui est le projet Authors. Que vous avez le lien sur la slide, sinon vous pouvez regarder en ligne, c'est accessible facilement. Et puis là aussi, évidemment, puisqu'il s'agit de données, il y a une exigence naturelle de rendre accessibles ces données, ça va un peu de soi. Voilà pour cet appel-là du premier appel. On peut passer à la slide suivante. Bien, merci. Donc là, on est sur un appel qui s'appelle Co-conception pour une vision future des systèmes aquatiques et des systèmes marins qui soient restaurés d'ici 2030 et 2050. Là, le mot qui est intéressant, c'est le mot design, qui c'est un peu ça l'intérêt de cet appel-là. Donc, c'est une action d'innovation c'est une petite action d'innovation qui est financée à 3 millions d'euros. Là aussi, il n'y a pas d'échelle de TRL parce qu'elle est presque à la limite en la lisant, je me suis dit que c'était un petit peu à la limite d'une CSA. Ça pouvait être un peu entre les deux. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accroître la confiance à l'égard du Green Deal en élaborant des scénarios de transition possibles qui s'appuient sur des données scientifiques
et qui permettent de concevoir des récits un peu inspirants. Donc il y a vraiment cette idée de storytelling un petit peu autour de la mobilisation, de la protection, en gros, des espaces aquatiques, de l'hydrosphère, des mers, et cetera, de ce que touche la mission eau et océan. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir encourager davantage la mobilisation, voilà, des décideurs politiques, des citoyens, voilà, de toutes les parties prenantes qui sont concernées par les eaux et les océans. Et donc en termes d'actions attendues, on va vraiment retrouver l'idée de co-création. Alors vous allez voir que c'est vraiment un mot qui est utilisé dans dans tout l'appel. L'idée, c'est de co-créer des récits et des outils de visualisation innovants. Donc ça peut être, il y a pas mal de choses qui sont listées dans l'appel, donc il faut vraiment aller regarder le texte de l'appel qui est assez intéressant. Donc ça peut être des cartes, ça peut être des cartes interactives par exemple, ça peut être des outils un peu dynamiques, numériques. On mentionne par exemple les expériences virtuelles de type 2D ou 3D, et qui sont liées à différents scénarios de ce à quoi on peut s'attendre dans l'Union européenne en matière d'évolution des eaux, des océans, et à quoi l'hydrosphère pourrait ressembler d'ici à 2030 et 2050 si on met en œuvre des solutions innovantes telles que les définit la mission, ou si on n'en met pas en œuvre. Donc il y a vraiment il faut faire plusieurs scénarios, en gros, que ces outils de visualisation permettent de valoriser plusieurs scénarios. Un scénario, on ne mettrait pas d'action, il n'y aurait pas de mission eau et océan. Si on faisait du business as usual, à quoi ressembleraient nos eaux et nos océans? Et voilà, établir plusieurs scénarios, si on met en œuvre la mission avec des solutions innovantes qui permettent de restaurer la biodiversité, d'éliminer la pollution, etc., à quoi ça ressemblerait? Et à deux échelles de temps, donc en 2030 et en 2050. C'est une co-création parce qu'il y a vraiment l'idée d'inclusivité et de transdisciplinarité dans cette approche, donc vraiment d'associer plusieurs types d'acteurs. C'est pas seulement des scientifiques, même si c'est essentiel que les processus de transition qui sont mis en avant soient fondés sur des données scientifiques. Euh, donc à ce titre-là, ils ont l'appel demande vraiment de s'appuyer sur des projections qui sont déjà utilisées, par exemple par le GIEC ou par l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, ou le JRC, qui est le Centre commun de recherche de l'Union européenne. Euh, voilà, donc c'est vraiment des projections qui doivent être solides scientifiquement. Et donc, on demande au projet qui sera sélectionné de faire au moins 4 études de cas à grande échelle qui permettent, voilà, de visualiser ces différents scénarios et qui portent vraiment sur l'ensemble des phares de la mission Eau et Océan. Il faut vraiment qu'il y ait une représentativité un peu géographique qui soit prise en compte. Et comme pour tous les appels d'émission, on vous demande, et tous les appels européens maintenant, on vous demande vraiment et ça a été rappelé par Antoine, de vous appuyer sur les projets qui sont passés, qui sont en cours et qui peuvent être mis en réseau. Donc là, en particulier, c'est le cas avec les 4 CSA de bassins qui sont déjà en cours. Voilà, il faut vraiment que le projet soit lié à ces 4 CSA, qu'il y ait une cohérence dans l'action qui est mise en œuvre. Parmi les acteurs qui sont attendus aussi, il y a vraiment des enjeux de mesure de l'impact sociétal de ces outils de visualisation. Et donc, la contribution des sciences humaines et sociales est vraiment attendue pour cet appel. Appel suivant. Voilà, donc là, on passe à l'appel 02 pour les appels 2024. Donc, on est toujours dans les appels 2024, mais voilà, on passe de 01 à 02. Et ça a du sens parce qu'il y a vraiment, sur les deux appels 0201 et 0202, il y a vraiment une logique un peu spécifique. Donc là, c'est le plus gros appel qu'il y a pour ces appels 2024 et à raison. Donc, c'est la seule action de recherche et d'innovation, ERIA, et c'est un gros appel parce qu'il est financé, enfin, il y a un financement qui est prévu pour le moment, en tout cas à l'état des connaissances qu'on a dans le draft qui date d'il y a quelques semaines. Il est financé à 50 millions d'euros. Donc c'est vraiment un gros financement. Il y a 4 projets qui sont prévus.
à 12,5 chacun environ. Et vous allez voir que voilà, il y a un certain nombre d'actions qui sont à externaliser entre guillemets via du cascade funding. Donc c'est aussi pour ça que cet appel-là, il est très, très large. Donc l'idée, disons générale, c'est vraiment d'assurer une transition vers la phase 2 de la mission eau et océan. Donc si vous vous souvenez, hein, Antoine a précisé un peu en introduction qu'il y avait en gros 2 phases de mise en œuvre de la mission eau et océan. Une première phase qui était voilà, d'analyse, de cartographie, etc. Et puis une deuxième phase vraiment de déploiement au sens large et de l'implémentation de la mission. Et donc là, on va vraiment axer les appels financés par voilà, le financement d'actions qui vont nourrir directement la mission. Voilà, donc des actions à l'initiative des communautés, community-led. Ça aussi, ça a son importance, hein. Dans les objectifs vraiment de cette phase 2, il y a vraiment une mobilisation large, que ce soit en matière de financement, mais vraiment en termes de mobilisation citoyenne qui est importante. Donc ça aussi, ça fait partie des objectifs de l'appel. Et donc concrètement, les objectifs de l'appel, c'est voilà, la mise en œuvre d'actions pilotes qui soient efficaces et qui permettent de soutenir les communautés pour atteindre les objectifs de la mission. Donc renforcer la mobilisation et l'engagement des communautés d'acteurs de la mission, que ce soit les différentes régions, les villes, les îles, les ports, les villes portuaires, etc. C'est aussi l'idée de mieux exploiter les ressources et les investissements qui sont faits et préparer un peu au niveau local le déploiement un peu de solutions innovantes. Donc vraiment, on est sur cette phase aussi un peu on retrouve un peu dans les textes européens cette notion de upscaling, de mise à l'échelle. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit ici. Et donc 4 projets qui sont financés dans cet appel-là, sous réserve d'une bonne évaluation. En gros, chaque projet doit porter sur un bassin. Donc vous vous souvenez des 4 bassins de la mission Océan, hein, Atlantique et Arctique, le bassin méditerranéen, le bassin de la mer Baltique et de la mer du Nord et le bassin du Danube pour la partie rivière. Et donc les projets qui seront déposés vraiment devront se focaliser sur chacun un bassin. Et donc, sous réserve d'une bonne évaluation de tous les projets, l'idée, c'est vraiment que l'appel finance un portfolio qui soit représentatif de chacun des bassins. Et donc, il faudra faire attention dans la construction du budget à ce qu'il y ait vraiment une part importante du budget qui soit dédiée, quasiment plus de la moitié, qui soit dédiée à du cascade funding ou du financement en cascade, où vraiment le projet va permettre de financer des projets tiers, disons, des projets mère-fille, appelez ça comme vous voulez, mais c'est vraiment ça l'idée. Et donc, il y a plusieurs types d'actions qui doivent être soutenues et émerger via les projets de cet appel-là. Le premier, c'est pour vraiment des actions pilotes menées par la communauté. Ça va être un volume assez important, hein, puisqu'il faut prévoir 7 millions d'euros parmi les 12,5 pour cet appel-là, pour financer au moins 5 projets qui iraient de 200 000 à 2 millions d'euros. Et donc là, ce seraient des actions donc portées par des tiers, hein, qui ne sont pas bénéficiaires directs du financement et qui peuvent être, ça peut être pas forcément des actions individuelles, ça peut être porté par des consortiums, ça c'est important aussi. Et l'idée, c'est vraiment la mise en œuvre de solutions en matière d'innovation technologique, d'innovation sociale, culturelle, réglementaire. Il peut aussi y avoir des enjeux autour des modèles de gouvernance, par exemple pour les ports, pour les îles, pour les producteurs en aquaculture ou les pêcheurs, pour les villes, etc. Donc c'est vraiment voilà, des actions pilotes qui devront être financées par ce financement en cascade. Le deuxième volet de ce financement en cascade, c'est qu'il est focalisé sur les agendas de transition. Alors, il faut vraiment aller regarder le texte de l'appel. Je sais que ça peut paraître un peu barbare comme formulation. L'idée, c'est vraiment d'avoir des feuilles de route un peu stratégiques qui permettent d'atteindre en gros les objectifs de la mission, un peu d'avoir un processus temporel de mise en œuvre de solutions. Et donc là, on attend que le projet finance au moins 20 actions
20 agendas de transition de 100 000 € maximum chacun. Donc voilà. Et puis la dernière action de la mission qui, elle, devra être réalisée directement par les bénéficiaires directs des projets, c'est l'assistance technique un peu aux acteurs de la mission. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir soutenir les acteurs qui sont impliqués dans la mission dans l'élaboration de business plans, d'études de faisabilité, d'analyse d'impact, et puis de planification un peu la viabilité à long terme des processus qui sont engagés. Et puis évidemment, on vous demande aussi de prévoir des actions de coordination entre les acteurs, donc de pouvoir animer un peu un réseau. Et puis évidemment que les 4 projets qui soient sélectionnés soient coordonnés aussi. Alors évidemment, vous ne les connaissez pas forcément au moment où vous déposez votre proposition. L'idée, c'est vraiment de prévoir un bout de prévoir des actions de mise en réseau, de coordination dans votre projet, dans les tâches que vous définissez, et de prévoir un budget pour ça, en fait. Même si les projets ne sont pas déjà connus, vous ne pouvez pas encore leur passer un coup de fil pour savoir où ils en sont. Il faut vraiment prévoir du temps pour cette coordination entre les 4 projets, pour qu'il y ait une cohérence qui soit prévu, quoi. Petite particularité aussi de cet appel-là, il est encouragé aussi de pouvoir essayer d'encourager la synergie des fonds, donc d'avoir des cofinancements des actions par des tiers qui soient cofinancés avec d'autres fonds, donc que ce soit des fonds structurels, des fonds nationaux ou régionaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est encouragé. Et seconde particularité de cet appel-là, et c'est le cas aussi de l'appel suivant, c'est un projet qui sera aussi évalué par les équipes directement de la Commission européenne. Il y aura des évaluateurs externes, d'après ce qu'on comprend, mais c'est une évaluation qui est faite directement par les équipes de la Commission européenne, par le EU staff. C'est écrit dans l'appel à projet. Voilà. Et ensuite, donc dernier appel, donc le 0202, merci beaucoup, qui est très lié à ce premier gros appel de financement de projet de recherche. Là, c'est une CSA, une action de coordination et de soutien à 4 millions d'euros, qui prévoit donc un seul projet financé, et qui a pour but de mettre en place une coalition des acteurs de la communauté des acteurs de la mission. Donc ça peut être vraiment des villes, y compris des villes, enfin en particulier des villes portuaires ou des villes sur le littoral, des régions côtières, des îles, et qui sont engagées dans la mission. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'ils doivent être nécessairement déjà financés par la mission ou nécessairement déjà adhérents à la charte, même si ça peut faire partie un peu des objectifs à avoir. Mais voilà, il faut quand même cibler des acteurs qui connaissent la mission et qui sont impliqués dedans, ou qui souhaitent l'être, en tout cas. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'encourager l'engagement, là aussi, encourager l'engagement des citoyens, l'acceptation politique et sociale des objectifs de la mission, et voilà, de permettre, l'idée, c'est d'avoir une coalition. Donc là aussi, c'est de permettre une coopération renforcée entre les diverses institutions et les diverses initiatives qui existent dans la protection des océans, des mers et des eaux, pour faciliter l'accès aux fonds, au financement de l'Union européenne, mais aussi aux financements nationaux et aux financements privés. Donc voilà, donc en termes d'action, plus précisément, voilà, c'est vraiment une action de coordination et de soutien, hein. Donc il s'agit vraiment de créer un réseau, une coalition, qui cible les acteurs qui cible des acteurs qui sont déjà engagés dans la mission, mais aussi des acteurs qui sont moins actifs ou plus récents, avec l'idée de représenter toutes les zones géographiques de la mission, tous les phares. Donc il peut y avoir plusieurs types d'actions qui sont mises en œuvre, des actions de mise en réseau, de jumelage, des partages de bonnes pratiques. Il y a toute une action aussi qui est listée dans l'appel, qui est vraiment l'idée de créer un label de la mission pour les adhérents présents ou futurs à la charte. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans ce label? Il faut vraiment définir un peu les conditions d'accession au label. Donc ça fait partie des actions qui sont attendues.
Il y a ensuite des actions de soutien à la gouvernance, de mise en œuvre de rapports un peu de la coalition, de développer un peu des processus participatifs pour qu'il y ait vraiment du déploiement des actions qui soient faites, de la mise, voilà, de la mise à l'échelle et faire en sorte que voilà, les actions soient... là, on s'est assuré qu'elles soient réplicables. Maintenant, il faut qu'elles puissent être répliquées. Voilà, c'est un peu cette transition-là qui est demandée. Et puis voilà, faciliter la mobilisation de fonds, l'information pour les fonds. Je vais essayer d'accélérer parce que je vois que le temps tourne. Voilà, donc il faut qu'il y ait une bonne représentation de de tous les phares. Et là aussi, c'est un appel qui est évalué par la Commission européenne, par les équipes de la Commission européenne directement. Voilà, donc ça, c'était pour les appels. Je fais un petit focus très rapide sur cette notion de région associée qu'a mentionné Antoine et sur le financement en cascade, du cascade funding. Donc voilà, c'est vraiment un soutien qui est financier, prévu pour des tiers. Là, dans le cadre de la mission Océan, c'est vraiment sous forme de subvention. Donc on attend que les projets qui sont directement bénéficiaires de projets européens lancent en gros un appel à financement et financent des tiers. Sur les actions qui sont listées dans l'appel. Donc il y a un certain nombre de critères voilà, dans les processus de sélection à respecter en matière de transparence, d'objectivité, etc. Faut bien lire ce qui est écrit dans l'appel aussi parce qu'il y a vraiment le cadre qui est donné. Là, j'ai mis que le montant maximal accordé à chaque région est de 100 000 euros, mais vous avez vu dans l'appel de l'appel RIA où en fait ça peut aller jusqu'à 200 000. Donc c'est vraiment les conditions d'éligibilité qui sont dans la ligne d'appel qui prévalent. Voilà, on peut passer à la suite. C'est un peu de temps pour les questions. Alors, comme vous l'avez vu, donc il y a eu depuis le lancement de la mission en 2021, pas mal de financements déjà prévus. Et il y a déjà il y a plusieurs projets qui prévoyaient du cascade funding. Et donc, c'est aussi une autre façon de rentrer dans la mission Eau et Océan, c'est aussi de pouvoir directement demander des financements via les appels en cascade funding. Donc, on essaye de vous informer au niveau du PCN dans notre newsletter hebdomadaire quand il y a des appels qui sortent. Mais voilà, ça peut être vraiment une façon de bénéficier du financement de la mission sans lancer un gros projet collaboratif ou voilà, c'est vraiment et puis c'est vraiment des actions voilà qui ciblent des écoles, qui ciblent des régions. C'est assez voilà, là la slide n'est pas entièrement à jour, mais je vous ai mis le lien vers la liste des appels en cours qui est sur le portail de la mission qu'a mentionné Antoine en début de présentation. Slide suivante. Voilà, donc là, c'est la liste des stratégies européennes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans la rédaction des projets, que ce soit voilà, le Green Deal, la stratégie pour les plastiques en matière d'économie circulaire, la stratégie pour l'eau, etc. Ça, c'est vraiment la directive cadre sur l'eau, pardon. C'est vraiment des cadres dont il faut avoir conscience quand on dépose un projet. Et effectivement, c'est vraiment utile quand on rédige en particulier la partie impact. Slide suivante. Voilà, donc là, je vous ai mis tous les projets qui ont été financés. Je suis désolée, c'est très petit, mais vous avez là aussi le lien. Donc, ça s'appelle le dashboard des projets financés par la mission Eau et Océan. C'est très intéressant parce que ça peut vous permettre aussi de voir par thématique. Donc là, vous voyez, si vous vous intéressez aux enjeux d'aquaculture ou de parcs bleus, vous pouvez aller voir vraiment tous les appels qui ont été financés dans cette thématique-là par la mission. C'est aussi ça qui peut vous faciliter, une fois que votre projet est lancé, faciliter le lien avec les autres initiatives qui sont en cours pour voilà, pouvoir capitaliser un peu sur les résultats qui ont déjà été obtenus. Vous avez les liens à chaque fois de chaque projet à son site web, donc vous pouvez vraiment aller les contacter directement. Alors quelques infos utiles pour aller un petit peu plus loin. Donc vous savez peut-être qu'il y a, puisqu'on a diffusé l'information par ailleurs, un infodé européen qui est prévu sur les appels 2024 de la mission les 25 et 26 avril prochains. Donc n'hésitez pas à aller, s'il y a un appel en particulier qui vous intéresse, que vous avez vu dans les présentations aujourd'hui et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, c'est vraiment l'occasion n'hésitez pas à vous inscrire, c'est toujours intéressant d'avoir ce point de vue-là.
Et puis par ailleurs, donc, je sais que le cascade funding suscite toujours pas mal de questions et d'interrogations. Donc, au niveau du PCN bio-environnement et en lien avec le PCN juridique et financier, on avait fait un dossier thématique et un webinaire qui était vraiment dédié au montage des propositions en cascade funding, aux règles qu'il faut avoir en tête, et puis aux spécificités qu'il peut y avoir à la fois dans le cluster 6 et dans la mission Océan. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le cascade funding, allez regarder cette page-là. On a essayé de la rendre la plus complète et intelligible possible. Voilà, donc ça, c'est l'équipe du PCN Bio-Environnement. Je pense que j'ai fini ma présentation. On a peut-être une petite dizaine de minutes pour les questions. Et puis, je pense que ce sera remis dans le chat. Mais voilà, vous avez toute la journée qui est dédiée aux appels 2024 des missions. Donc, euh, donc voilà, vous pourrez vous connecter dès 10h30 à la présentation qui est faite par nos autres collègues du PCN Bio-Environnement pour la mission Santé des sols et alimentation. On peut peut-être prendre quelques questions très rapides avant de faire la transition vers les sols. Oui. Alors, il y avait une première question, Antoine et Laura, sur la part du cofinancement qui est attendue par d'autres fonds, en particulier sur l'appel Océan 0201. Voilà, donc plutôt sur la part du cofinancement sur cet appel en particulier. Alors pour l'instant, c'est vraiment dans l'appel, c'est marqué comme encourager la synergie des fonds, disons les cofinancements par d'autres fonds, sachant que c'est vraiment, ça peut être plein de types de fonds différents, hein. Il y a vraiment des fonds régionaux, des fonds nationaux, d'autres fonds structurels, le programme LIFE, etc. Donc ça peut vraiment être plein de types de fonds différents, et il y a pas de minimum requis, c'est vraiment quelque chose qui est encouragé. On sait que c'est pas toujours facile, la synergie des fonds, donc pour l'instant, c'est vraiment encouragé. Il y a aussi des fonds privés aussi, c'est vrai que euh, je le mentionne, mais c'est vraiment listé aussi dans l'appel. Donc ça aussi, ça peut être euh, il n'y a pas de montant minimum ou de pourcentage minimum. Sachant que l'appel, c'est peut-être ça qu'il faut que je précise, l'appel, il reste sur un financement européen classique, donc avec les règles classiques qui s'appliquent, donc 100% des coûts directs qui sont couverts par le financement, à l'exception bon là c'est une RIA, donc la question ne se pose pas, mais quand il y a des IA, vous savez que les acteurs privés sont financés à 70%, mais voilà, sinon les règles de financement restent les mêmes. Vous n'avez pas à aller chercher le financement en plus. Enfin, si, vous devez aller chercher des financements en plus, mais en plus du financement qui est déjà accordé sur l'appel. Merci beaucoup, Laura. Il y a une deuxième question sur, on va dire, la synergie des fonds entre les fonds structurels et les fonds d'émission, sachant que ce sont tous deux des financements européens. Donc ça, la question, c'était de savoir comment ça se passait à ce niveau-là. Et ben ça, c'est vraiment, je sais pas comment Vaste te répondre à sujet. cette question. Ouais, vaste question. La synergie des fonds, ça existe depuis que les fonds existent, donc et c'est toujours, c'est un peu le marronnier, le marronnier des financements européens. Si je peux peut-être dire quelques trucs très rapidement, mais en fait, il y a rien de forcément automatique qui existe entre la mission Océan et les fonds structurels. Je pense que ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est aller vous intéresser sur ce qui va être financé au niveau de la région qui vous concerne, puisque les fonds structurels, c'est les régions qui s'en occupent directement. Et si vous voyez qu'il y a des synergies qui peuvent être faites avec des financements fonds structurels type FEDER, par exemple, au niveau ou FEAMP, au niveau de votre région et qui peuvent avoir une cohérence par rapport à un appel Mission Océan, bah, ça peut être intéressant de le mentionner lors de la rédaction. Après, voilà, par rapport, il y a très peu de synergies obligatoires qui sont mises en place. On en retrouve certaines dans le cluster 6 au niveau du FEADER, mais c'est vraiment très spécifique sur les groupes opérationnels. Mais il n'y a rien de systématique, en fait. C'est à vous d'aller voir s'il y a des choses qui sont financées en structurel qui peuvent coller avec ce qu'on retrouve dans les objectifs de la mission Océan. Merci beaucoup. On a également une question sur les régions associées et en particulier sur l'implication des régions ultra-périphériques en tant que partenaires associés. Donc savoir s'il y a un peu une exception qui est faite pour ces régions ultra-périphériques dans les appels. Bah, je pense que techniquement, les régions ultra-périphériques
sont éligibles au même titre que n'importe quelle autre région française en tant que région associée. Alors c'est sûr que pour les bassins, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ne font pas directement partie d'un des bassins de la mission Océan. Mais par contre, en tant que région associée, si vous pensez qu'il y a une thématique qui est pertinente et qui a un lien avec les thématiques et les activités de démonstration qui vont être effectuées dans le cadre du bassin, alors il n'y a rien qui limite la participation d'une région ultra-périphérique. Oui, si, en fonction du potentiel de réplicabilité aussi des solutions, en fait. C'est un peu comme ça C'est ça. qu'il faut le défendre. Hmm. Merci beaucoup. On a une dernière question sur le cascade funding. La question, c'est de savoir en fait si le cascade funding est réservé aux pays qui ne sont pas représentés dans le consortium. Donc, en d'autres termes, si un pays met en place un cascade funding, est-ce que le pays peut en bénéficier également ou pas? Ouais, Alors ça, je pense... effectivement, Ouais, c'est bon. pardon, excuse-moi. Ouais, bah, tu compléteras si je dis des bêtises. Ça dépend, il faut faire attention à chaque appel quand même. Mais effectivement, dans la plupart des appels, en tout cas pour ce qui concerne la mission, parce que c'est pas forcément le cas partout, mais en ce qui concerne la mission, effectivement, quand le pays est déjà bénéficiaire du projet mère, ces entités ne peuvent plus bénéficier du cascade funding pour les projets filles, en gros. Donc ça, mais encore une fois, il faut vraiment Parce que sinon, ça regarder les introduit un biais, en conditions. fait. Ouais. Exactement, un biais de sélection dans la sélection pour que ce soit une sélection transparente. Et donc, quand vous regardez les appels cascade funding qui émanent de la mission Eau et Océan, souvent c'est marqué tels pays ne sont pas éligibles parce qu'ils sont déjà bénéficiaires du financement dans le cadre du projet. Et juste pour compléter, enfin voilà, gardez bien en tête que la notion de région associée, c'est un format de cascade funding qui a des petites spécificités qui lui sont particulières, mais après il y a aussi d'autres types de cascade funding. Voilà, ça c'est juste pour rappeler ça parce qu'on est allé un petit peu vite sur la notion. Mais voilà. Et je vois un peu les dernières questions, mais là on va clore parce qu'après il faut passer sur nos collègues de la mission Sol. Pour le PowerPoint, ça j'avais dit au début, on l'enverra, mais seulement une fois que les appels seront publiés officiellement, donc à partir du 17 avril. Et pour les résultats, on a des choses qui circulent, mais ça, on va plutôt les diffuser dans un autre contexte, avec ma collègue notamment Valérie Déo, qui est représentante au comité de programme, mais on les a pas là maintenant dans l'immédiat pour les présenter. Donc je suis désolé, je sais que c'est un peu rapide, mais on va clore la session et je dois me charger d'ouvrir la suivante, donc je vais filer tout de suite. Et merci beaucoup pour votre participation et bonne continuation pour la suite de cette journée. Merci beaucoup.